Élémentaire, mon cher Nico. Une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission. Ça fait quelques mois qu'on s'est pas vu puisque l'été, la période estivale est passée par là. J'espère que tout le monde en a bien profité pour aller prendre un grand bol d'air à l'extérieur. Et cette année, le grand bol d'air, il était plus que grand puisqu'il s'est opéré sur des événements qui ont été majeurs et que personne n'a pu rater, avec cet engouement extraordinaire pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et évidemment, une pensée pour tous ces athlètes qui ont brillamment, je dirais, porté de très belles valeurs auprès de tout le public et créé vraiment une harmonie et un engouement qui était vraiment intense. Et cet engouement, finalement, le soufflet ne doit pas retomber. Il retombera un petit peu, on en est sûr. Mais pour l'instant, c'est une belle dynamique. On va la continuer. Un petit événement qui était aussi sympathique, outre le fait d'avoir la magnifique vasque qui a créé vraiment consensus pour tout le monde, de porter de manière durable et écologique une flamme qui n'était finalement pas une flamme de combustible fossile, bien entendu. Il faut savoir aussi que sur le village des athlètes, comme on pouvait trouver des innovations. Il y a eu leurs bâtiments qui ont été traités pour la qualité de l'air avec des systèmes de filtration de l'air et des particules, notamment pour que les athlètes soient au mieux dans leurs bâtiments. Et il y avait également, avec ParaPM notamment, un système comme des grands arbres ou des grands disques qui purifier l'air extérieur. Voilà un petit peu sur ces jeux qui étaient, outre l'inclusivité, outre l'équité complète homme-femme et ce qu'on retrouvait aussi pour les athlètes entre les JO et les Paralympiques. Il y avait également cette vraie prise en compte de la qualité de l'air sur ces JO qu'on peut saluer et féliciter ici à Élémentaire, mon cher Nico. On avait reçu notamment Jérôme Giacomoni, qui était le créateur de ParaPM, qui était venu nous détailler cela, et vous pouvez le retrouver sur les podcasts, sur les anciennes émissions. Aujourd'hui, on va parler, bien entendu, de toutes ces prises en compte. Les mois sont passés et on va vers de nouvelles, de nouvelles ouvertures, de nouvelles considérations qui sont importantes, de drainer comme par rapport à ces Jeux Olympiques. Pas qu'une seule entité, pas qu'une seule personne dit moi je vais faire quelque chose de mon côté, mais là on va bien parler de synergie avec notamment le Club de l'amélioration de l'habitat et Jean-Pascal Chirac qui est son représentant, qui va nous dire qui il est exactement. Bonjour mon cher Jean-Pascal et bienvenue pour une nouvelle émission puisque tu es déjà venu ici sur le plateau d'Élémentaire. Merci, bonjour mon cher Nicolas Blondet, et très heureux d'être à tes côtés pour cette première émission de la rentrée, en début d'activité qui ne va pas manquer d'être fortement soutenue avec des grands événements dans le domaine du bâtiment, avec le mondial du bâtiment, on va en reparler. Donc très heureux effectivement d'être à tes côtés pour parler du club de l'amélioration de l'habitat que j'ai la chance et l'honneur d'animer depuis maintenant plusieurs années. Depuis plusieurs années, alors ce club de l'amélioration de l'habitat, redresse-nous un petit peu... que fait-il, de qui est-il composé et quelles sont un peu ses visions parce qu'en fait c'est toujours regarder vers l'avenir, le Club de l'amélioration de l'habitat. Alors, le Club de l'amélioration de l'habitat est une structure associative qui a été créée il y a plus de 32 ans aujourd'hui, à l'initiative de structures publiques telles que l'ANA à l'époque et le ministère du Logement, mais aussi de structures privées telles que de grands industriels comme Saint-Gobain, aussi la Fédération du bâtiment. Cette association a pour doctrine depuis le début, c'est mesurer, comprendre et dynamiser le marché de la rénovation de l'habitat, donc du secteur résidentiel, au sens très large. Aujourd'hui, ce club, cette association compte plus de 75 membres qui sont à la fois des structures publiques, les ministères, les agences ministérielles comme l'ADEME, l'ANA, le PUCA, les CSTB, qui sont donc des structures publiques, mais aussi des grandes filières professionnelles comme les organisations professionnelles, les métiers, les grands industriels de l'énergie comme EDF, Total, etc., les grands industriels de la production comme Saint-Gobain, et etc., et d'autres. Donc cet ensemble-là, cette communauté professionnelle s'intéresse particulièrement au sujet de la rénovation du parc résidentiel français. On rappelle, 30 millions de résidences principales, 60 milliards de travaux chaque année, donc c'est quelque chose d'important. Mais pour autant, et on va rentrer dans le détail, la rénovation de l'habitat comporte des capacités de croissance ou des gisements de croissance qui peuvent être développés dans le domaine de la thermique, dans le domaine, on l'a dit, on va en parler, de la qualité de l'air, dans le domaine de la qualité de la santé, de l'adaptation du logement. Voilà. Donc, le club s'intéresse à tous ces sujets, réalise et fait réaliser des études économiques
économiques, sociologiques, chaque année, régulièrement, produit ces études, les partage bien sûr avec ses membres et beaucoup plus largement d'ailleurs avec l'ensemble de la communauté professionnelle. Le but du club ayant une démarche neutre et éthique d'une certaine manière, finalement de partager l'ensemble des travaux qui sont développés. Voilà. Donc ça fait 32 ans que nous existons. Et on va bien sûr continuer, j'espère encore longtemps. J'espère bien aussi, 32 ans, c'est qu'un début. On va aller beaucoup plus loin. Tu parlais, Jean-Pascal, de partager, d'avoir des études, d'avoir des réflexions finalement. Ces études, une première à mettre un petit peu, je dirais, en lumière, la qualification d'un habitat performant. Voilà. Que retrouve-t-on à l'intérieur ? On a évidemment... Tu parlais de performance énergétique, on parle de santé, accessibilité, de sécurité, prévention des risques. Tout cela, on le voit, c'est comment être bien finalement dans nos bâtiments. Mais comment être bien ? Bon. Comment on sait qu'on peut être bien et ce qu'on peut faire pour l'améliorer ? Voilà. Alors, Nicolas, effectivement, les sujets d'intérêt du club, c'est s'intéresser à l'habitat, intrinsèquement parlant, et à l'habitant. Bon. Parce que les deux se conjuguent finalement. Pour nous, ce qui qualifie un habitat performant, c'est à la fois ses capacités en termes de performance énergétique et environnementale, ses capacités en termes de santé et accessibilité, et ses capacités en termes de sécurité et prévention des risques. Dans les trois sujets, eh bien, ça se traduit par des actions à mener. Bon, et bien sûr, pour ce qui concerne l'aspect performance énergétique, nous sommes directement en face des travaux de rénovation de performance énergétique. Aujourd'hui, c'est complètement dans l'actualité des politiques publiques. Ça se traduit très concrètement par des travaux bien identifiés, notamment qui prennent en compte la ventilation, mais on va y revenir. En ce qui concerne santé et accessibilité, les deux sont assez liés. On va retrouver la qualité de l'air intérieur, bien sûr, parce que c'est un élément qui contribue à la santé, et bien sûr l'accessibilité, parce que là aussi, nous sommes dans une démarche, dans une transformation démographique, nous le savons, avec un vieillissement naturel de la population, la nécessité de s'intéresser à cette population qui va vieillir longtemps chez elle à domicile, donc forcément de s'intéresser à sa qualité de vie. Et enfin, dernière chose, ce qu'on appelle sécurité et prévention des risques. Nous savons effectivement que l'habitat peut être sujet à risque et donc à accidentologie. La première cause d'accident en France, ce sont les accidents domestiques. Absolument, et c'est la raison pour laquelle il est tout à fait essentiel de s'intéresser à la prévention des risques. Voilà les trois grands sujets qui, on va dire, se regroupent autour de ce que nous appelons performance, santé et sécurité dans l'habitat. Alors sur la performance énergétique, on le comprend bien, à partir du moment où on a tous en tête depuis des années notre amélioration de l'isolation du bâtiment, de sa, je dirais, de sa résilience et sa performance vis-à-vis de l'air froid l'hiver, mais aussi de l'air chaud l'été. C'est vraiment une constante là qu'il faut pas négliger. J'entendais même ce matin que heure creuseur pleine pris en compte par EDF, on nous annonce 10% de baisse de facture énergétique au 1er février. Bonne nouvelle. C'est Agnès Vargon qui en parlait. Mais derrière, il était expliqué que les heures creuseur pleines seraient peut-être décalées et mises l'après-midi en été. Oui. Où il y aura une vraie sollicitation d'aller chercher du rafraîchissement sur nos bâtiments. Mais là où je veux en venir également, c'est que si nos bâtiments de plus en plus sont performants, sont étanches, à un moment donné, il va falloir bien assurer le renouvellement de l'air qu'il y a à l'intérieur et d'en assurer le confort, justement avec toutes ces prises en compte. Alors, on sait sous un angle technique, effectivement, que l'amélioration de la performance d'un bâtiment va passer, bien sûr, notamment par son isolation et son étanchéité à l'air. Et nous savons de fait, et c'est assez logique à comprendre, qu'à partir du moment où on rend un bâtiment étanche, il faut qu'on assure d'une manière autre, bien sûr, les flux d'air. Alors qu'auparavant, l'air passait un peu partout. Quand le bâtiment est étanche, il faut forcément organiser les flux d'air au travers d'un système de ventilation mécanique. On ne peut pas faire autrement. Et effectivement, ce système apporte à la fois de la performance en termes énergétiques, en termes de préservation du logement, mais aussi, évidemment, en termes de santé, tout à fait essentiel. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'une rénovation ne puisse se faire sans qu'on traite le sujet de la ventilation. Je rappelle, et c'est parfaitement connu, qu'aujourd'hui, dans le parc résidentiel existant, un peu moins de la moitié sont équipés de systèmes de ventilation. Et d'ailleurs, dans cette moitié, certainement une bonne partie ont des systèmes de ventilation soit obsolètes, soit qui ne fonctionnent plus, personne s'en occupe. Soit qui sont non opérants carrément. Voilà. Donc, nous savons que un des éléments qui doit être essentiel dans la rénovation, c'est la ventilation. Il faut s'y intéresser. Il y a des solutions techniques parfaitement établies et c'est quasiment un point incontournable pour les éléments de performance et de santé. On rappelle peut-être 2 points. Qu'est-ce que on peut qualifier d'une ventilation de qualité ? Qu'est-ce qu'elle doit assurer à minima, cette ventilation, pour se dire, finalement, chez moi, je vais avoir quelque chose qui
qui va assurer. On va avoir le point de la santé derrière. On a l'aspect de assurer une ventilation de manière continue, mais pas que. Elle doit bien sûr assurer un renouvellement régulier de l'air, bien évidemment, de façon à s'assurer que l'air ambiant soit un air le plus propre possible. Voilà, notamment en termes de CO2. Elle doit également prendre en compte la particularité des pièces d'eau ou les pièces humides qui doivent être plus particulièrement ventilées parce que il y a de l'humidité. Donc tout ça se traduit par des éléments techniques, tout simplement, qui vont définir à la fois une puissance de l'équipement de ventilation, des systèmes, des bouches d'aération positionnées, etc. Un équilibrage des débits, puisque c'est les débits qui vont nous assurer aussi de se dire est-ce que je ventile en conditions suffisantes en fonction de l'occupation du logement. Et tu parlais tout à l'heure du mondial du bâtiment, Jean-Pascal. Il faut savoir que, sans préjuger et ni avoir d'informations précises, mais je pense qu'on va voir arriver pas mal de nouveaux systèmes de ventilation ou des évolutions qui vont nous montrer que ces prises en compte là sont réelles et vont progresser et faire partie de notre quotidien dans un temps à venir. On avait la ventilation simple flux par extraction autoréglable, il y a eu l'hygroréglable qui est arrivé. Il y a d'autres principes maintenant puisqu'on parle de l'humidité, mais il y a aussi, tu le disais, le CO2, il y a les autres polluants et il va falloir qu'on assure finalement qu'en fonction du taux d'occupation, en fonction de la saison, en fonction du caractère peut-être des polluants extérieurs et de leur densité, leur présence, ou de phénomènes pandémiques également, puisque on sait très bien, plus on va diluer l'air, moins la charge virale en cas de pandémie est important. Tout ça rentre en compte maintenant et ça fait partie, on le voit sur les différentes conférences et colloques, on l'agrège pour le prendre en compte et c'est pas une mince affaire. Ça veut dire tout cela qu'aujourd'hui la ventilation est un sujet technique majeur, qui doit être pris en compte par des entreprises qualifiées, que ça passe par là. On voit bien, il faut savoir comprendre, s'adapter, étudier. Nous savons qu'il faut ventiler. Maintenant, c'est vrai qu'il faut savoir finalement étudier cas par cas la bonne solution, la plus juste solution en termes de ventilation. Mais en tout cas, ça passe par de l'expertise et de la qualification. Alors, en ce qui concerne l'éco-usage des équipements du logement, on va aller vers parce qu'on va regarder les évolutions et ce qu'il en vient. Il y a 2 points qu'on avait évoqués en début d'émission. Donc le premier, une étude qui a été réalisée par le Club de l'amélioration de l'habitat avec la sociologue Audrey Valin. Si tu nous entends Audrey aujourd'hui, on te fait un salut bien entendu. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette étude? Qu'est-ce qu'elle a démontré? Et surtout, on regarde le logement avec comment dirais-je, un niveau différent d'être avec son logement par rapport à cette histoire de système que l'on a, que l'on doit entretenir et maintenir, mais qui finalement, on n'y passe pas spécifiquement de l'intérêt, on l'oublie bien souvent. Comment on peut faire? Et justement, qu'est-ce que le club a eu comme ligne de travail par rapport à ça? Alors, déjà, depuis maintenant plusieurs années, effectivement, nous intéressons au club, on va dire, aux études sociologiques et à l'habitant. Bon. On se rappelle qu'en France, il y a 18 millions de propriétaires occupants sur 30 millions de résidences principales. Ces 18 millions de personnes ou de ménages sont décideurs pour eux-mêmes des travaux qu'ils vont faire chez eux. Bon, donc c'est important parce que ça veut dire que ces gens-là ont une vraie capacité de décision. Donc on s'intéresse à eux et on va tout simplement les interroger. Et nous avons décidé cette année, en 2024, de lancer une étude sur une forme, on va dire, différente de consommation et d'économie, qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité ou l'économie d'usage, qui est une variante qui s'intègre dans l'économie circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les équipements domestiques de l'habitat, on peut parler du chauffage, de la ventilation, des équipements d'adaptation du logement vieillissement, ce sont les équipements qui finalement viennent s'installer dans des pavillons, par exemple. Eh bien, la possibilité qui va être donnée au consommateur, à l'usager, c'est non pas de les acheter en acquisition définitive, mais en quelque sorte de les louer, ou d'en louer l'usage. Alors, quel est l'intérêt de à l'instar d'une voiture qu'on aurait en leasing? On peut prendre, un petit peu comme ça. On peut prendre. C'est pour décrypter à nos auditeurs. Voilà, on peut prendre l'exemple aujourd'hui du développement des systèmes de leasing dans l'automobile. Ça veut dire qu'effectivement, on est dans une approche un peu différente de la propriété privée. Ça veut dire qu'on accepte de déléguer en quelque sorte un certain nombre d'équipements à un gestionnaire extérieur. Je vais payer bien sûr un loyer mensuel, mais au titre de ce loyer, j'ai quoi? J'ai l'installation bien sûr par un professionnel de l'équipement, la maintenance régulière avec les pannes et le dépannage, etc. et le remplacement en fin de vie, avant la fin de vie, de l'équipement par un autre
nouveau. Bon, ça veut dire qu'effectivement, je ne me soucie plus jamais de la qualité de fonctionnement d'un équipement parce que je sais qu'il sera toujours correctement entretenu. Je m'acquitte d'un loyer, mais somme toute, c'est une charge d'exploitation et je sais que mon appareil va fonctionner. Ça permet plusieurs avantages. Bon, d'abord, ça permet d'anticiper un certain nombre d'investissements. Bon, aujourd'hui, j'ai pas trop d'argent, par exemple, pour remplacer par anticipation ma chaudière ou peut-être m'installer un système de ventilation. Donc, je le fais pas. Bon, alors que finalement, si j'ai la possibilité, au travers d'une répartition différente de ma dépense, de la gestion de mes comptes, de le faire. Je le fais, donc j'anticipe. Donc ça veut dire qu'effectivement, je vais avancer le moment où je vais apporter un bénéfice. Et à l'habitat, et à l'habitant que je suis. Ça permet également de faire en sorte que, à tout moment, les équipements soient parfaitement à niveau de performance, en termes de rendement. Et ça permet également que, dans cette période de fin de vie des équipements, je pousse pas jusqu'à la dernière degré de l'obsolescence avec des appareils qui auront des mauvais rendements, etc. Donc j'aurai toujours un équipement en bon état. Et du côté des industriels, ça veut dire que l'industriel aujourd'hui, il sait que l'appareil qui doit être en place chez moi, il va, au travers des équipes qui travaillent avec lui, en assurer la maintenance, et il se donne une certaine chance ou certitude de pouvoir, au bout de X années, le remplacer par un équipement qui vient de chez lui. Donc c'est une façon également de faire tourner dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, la production industrielle, et nous savons évidemment que le siècle que nous entamons est un siècle qui va devoir forcément et nécessairement traiter le problème connu de tous, qui est la limite des ressources naturelles que nous possédons. Limite des ressources naturelles qui s'approchent de plus en plus et pour lesquelles les solutions doivent être absolument mises en place. Et c'est vrai que d'avoir des matériels plus efficaces, on le voit dans le terme de l'évolution des 40 dernières années sur la ventilation par exemple, on ne traite plus tout à fait de la même manière, mais surtout on vient amener des vrais intérêts associés à la santé, à la préservation de la santé de l'habitant. Le logement dans lequel nous sommes doit être le 5e élément de la famille qui est en bienveillance envers lui. Il n'y a pas de bienveillance, quelle qu'elle soit, et qui en plus, si elle est mesurée et qu'on permet d'aller la chercher, parce que si on se dit, je passe d'un système de ventilation qui vaut quelques centaines d'euros à un système qui vaut plus cher, qui passe le millier, voire ou 2000 ou 3000 euros, mais qui amène de vrais avantages. On a quand même une durée de vie qui est améliorée, en bonne santé. On va avoir des personnes, tu le disais tout à l'heure Jean-Pascal, le vieillissement naturel de la population fait qu'on va être plus chez soi, une volonté de pas tout le monde aller en maison de retraite, et de rester et d'être assuré que chez soi on va être bien parce que nos capacités cognitives en ont besoin, parce que nos alimentations de nos organes avec un air suffisamment riche en oxygène et peu chargé en polluants va contribuer à être mieux chez soi le plus longtemps possible et avec des coûts de santé derrière qui, mine de rien, de manière directe et visible maintenant on peut pas le dire, mais sur un long terme effectivement qu'on les retrouve. Juste pour finir sur cette étude a permis de démontrer, au travers de l'approche sociologique menée par effectivement Audrey Valland, qui est docteur en sociologie de l'habitat, et bien sûr un organisme d'enquête, a permis de démontrer que le grand public, les ménages, sont aujourd'hui tout à fait prêts à accepter des évolutions dans leur forme de consommation parce qu'ils y trouvent un intérêt par rapport à l'environnement, par rapport à la qualité du service qui leur est proposé, les garanties qui leur sont apportées, et finalement, ils sont prêts à détacher ou à on va dire, modifier leur relation avec la propriété privée en concédant ou en déléguant à des spécialistes le sujet de la gestion des équipements techniques. Ça veut dire qu'étant prêt aujourd'hui le public à ce dispositif, il faut évidemment que, on va dire, l'écosystème en amont, c'est-à-dire les industriels, les entreprises, s'organisent pour finalement développer cette offre. Au passage, il faut traiter le sujet du financement et de l'assurance, mais on peut imaginer que demain, finalement assez rapidement, de la même manière qu'on l'a vu se développer dans l'automobile, eh bien, il y ait une offre qui soit organisée, structurée, et qui va permettre finalement d'avoir une alternative auprès d'un usager, d'un consommateur, entre acheter ou louer en quelque sorte des équipements techniques domestiques, et nous avons la conviction que ça va forcément favoriser le développement de ce marché. Et dans cette étude, justement, Jean-Pascal, avant de passer au deuxième point, quelle est l'approche ou comment on accepter ou comment imaginer les usagers, comment imaginent les usagers cette solution? Est-ce que c'est quelque chose qui, de leur part, est complètement rédhibitoire? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement dire, eh oui, finalement c'est pas si mal, ou oui mais, ou oui avec tel point? Quels ont été les enseignements justement de cette étude? Alors, par rapport à l'usager, parce que on se rend compte que finalement, on a beau penser tout ce qu'on veut, si l'usager final n'est pas avec un intérêt ou avec également une sensibilité pure qui dit oui, je veux le faire,
il le fera. Sinon, en termes sociologiques, s'il veut pas le faire, on aura beaucoup de mal. Bon, il est important dans cette démarche-là qu'il y ait une forme d'explication et d'accompagnement, mais on a démontré au travers des échanges que nous avons eus, effectivement, cette aptitude, cette appétence de l'usager à pouvoir s'engager. Je vais prendre quelques exemples. L'exemple, j'ai parlé de la thermique et des équipements au sens large du CVC, c'est-à-dire chauffage, ventilation, conditionnement d'air dans une maison. Un usager sait parfaitement qu'il a des équipements chez lui qui vieillissent dans le temps. Et il sait très bien qu'à un moment donné, il risque de tomber en panne et qu'il devrait les remplacer un jour, mais qu'il retarde le plus possible. À partir du moment où on lui tient un discours en lui expliquant qu'il peut avoir un intérêt à le remplacer avec un peu d'anticipation par des équipements plus modernes, à meilleur rendement, avec meilleur usage, et que ça ne lui coûtera pas plus cher d'une certaine manière, il est sensible à ça. Puis j'ai un autre exemple. On a parlé tout à l'heure de la démographie, on a parlé des gens qui vieillissent chez eux. Aujourd'hui, il y a un équipement qui devient nécessaire dans certains cas pour des ménages qui, par exemple, occupent une maison avec un étage, c'est ce qu'on appelle le monte-escalier. Le monte-escalier est un appareil qui coûte un peu d'argent, et bien sûr, l'usager dit, ça coûte cher, et puis est-ce que si je le mets, qu'est-ce que j'en ferai après, etc. En apportant une solution qui serait une forme de solution locative, en quelque sorte, eh bien, ça permet à un usager d'envisager, de pouvoir se le payer, parce que ça coûtera quelque argent mensuellement, et deuxièmement, avoir la certitude que, malheureusement, le jour où il n'en a plus besoin, soit parce qu'il est plus là ou parce qu'il vend sa maison, eh bien, ça pourrait être démonté. Et là, on touche à ce moment-là une argumentation, un argumentaire auquel l'usager est sensible. Encore faut-il simplement lui expliquer. Ça peut être le travail des assistants maîtres d'ouvrage, des conseillers, etc. Mais en tout état de cause, à partir du moment où quelqu'un de bien construit, un beau père de famille, comprend l'intérêt qu'il peut avoir si on lui a bien expliqué, il est d'accord pour passer à l'acte. C'est ça qu'a démontré cette étude. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avancer, progresser et aller sur cette ligne, parce que c'est vrai qu'elle est assez importante. Outre le fait du monte personne, il y a aussi d'autres prises en compte. C'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une bonne qualité de l'air aide aux capacités cognitives et l'alimentation des muscles et des organes, et va aussi retarder le moment où on va avoir besoin de cet appareillage-là, et le faire vraiment au juste besoin sur la période donnée pour le reprendre et puis le repasser. Je crois que sur la ventilation, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même une forte carence aujourd'hui des installations de ventilation dans le parc résidentiel, notamment individuel. C'est certainement une occasion, une possibilité d'accélérer l'offre, de manière sénile, une offre technique de très bon niveau, parce que l'usager, le propriétaire occupant, va comprendre que c'est son intérêt sur le plan, encore une fois, qualité de santé et de qualité de vie, et que ça ne lui coûtera pas très cher. Donc, à partir de ce moment-là, on répond un petit peu à toutes ces questions et on a plus de chances d'avancer. Alors justement, pour avancer, ça va être le deuxième point, il nous reste quelques minutes, Jean-Pascal. En ce qui concerne le faire savoir tout cela, et également de l'approcher auprès de la population, des entreprises, des artisans, et puis de la distribution qui est associée, une synergie publique-privée. Voilà le petit sujet qui est assez important, parce qu'il va falloir déployer tout cela. Il y a mon accompagnateur Rénov', il y a d'autres, je dirais, autant agences qui vont aider à la prise en compte, mais en fait tout cela sans maillage territorial, ça marche pas. Donc un petit peu de précision sur ce point. Alors quelques minutes on court. Alors effectivement, nous savons tous qu'il y a en France ce qu'on appelle les politiques publiques pour la rénovation énergétique, qui se traduisent par France Rénov', c'est parfaitement connu, c'est un service public. Cette dynamique-là, elle se traduit par quoi ? Elle se traduit par le fait qu'il y a aujourd'hui en France un maillage territorial d'à peu près 600 espaces conseils France Rénov'. Bon, ils sont physiquement là, sur le terrain, et ils apportent des conseils. Bon, à côté de ça, nous avons en face de nous, sur le marché, si je puis dire, un réseau de distribution, que ce soit les grossistes, ce qu'on appelle les distributeurs, B2B, qu'on appelle. Il y a à peu près 10 000 points de vente, 40 000 salariés, ça produit 30 milliards de chiffre d'affaires. Et puis il y a X milliers, dizaines de milliers d'entreprises. 60 000 RGE, reconnus garants de l'environnement, etc. Tout ce monde-là, ce monde public et privé, a tout intérêt à travailler ensemble, en symbiose, comme on dit, un peu techniquement. Et les démarches que nous avons engagées au Club de l'amélioration de l'habitat se sont traduites par des opérations un peu expérimentales, un peu démonstrateurs, où on a un peu forcé la main entre des structures publiques, encore une fois, Espace Conseil France Rénov', des structures privées, en l'occurrence des négoces, à se rencontrer, à se parler et à travailler ensemble. Alors ça s'est traduit, d'abord ils se sont bien entendus, ça s'est traduit par des présences au sein, par exemple, des points de vente des négoces, des représentants d'Espace Conseil France Alors Rénov'. sur trois secteurs aussi qui ont été faits en France, de la Normandie, on le dit, l'Isère et l'Île-de-France. Voilà. Et là, on a passé le stade d'essai, maintenant on va transformer. On a joué l'opération expérimentale pendant une année, on va la présenter pour information dans le cadre d'un colloque à Batimat
le 2 octobre. À 14h. À 14h, merci Nico. Ça sera effectivement la résultante. Et nous allons continuer. Et probablement, on peut se projeter encore une fois dans un an. Dans un an, il va y avoir un autre salon très important qui s'appelle Relo Days. Je crois que c'est en octobre 2025. Oui. Eh bien, nous pourrons faire un deuxième état des lieux du déploiement. L'objectif que nous avons, et je m'arrêterai là-dessus, c'est de créer à un échelon territorial, c'est-à-dire, on va dire, à taille humaine ou à locale, un maillage ou un écosystème, encore une fois un peu technique, entre d'une part des structures publiques, des structures privées que sont les négociants et les entreprises, au milieu de tout ça, des hommes, des gens, qui sont notamment des experts. Et des femmes. Et des femmes, des hommes au sens large, des hommes et des femmes, qui sont des experts reconnus, puisqu'ils ont été qualifiés. Il y a, chez les grossistes, 6000, qu'on appelle rares, responsables pour l'accompagnement de la rénovation, qui sont des salariés qui sont formés spécialement pour ça, 6000. On a également, les 600 espaces Conseil France Rénov, j'ai dit, mais également une autre population qu'on appelle les MAR, c'est compliqué, les mon accompagnateurs Rénov, qui sont ce qu'on appelle des maîtres d'œuvre ou des assistants à maîtrise d'ouvrage. Toute cette population professionnelle existe, fonctionne, est qualifiée, elle est agréée, et elle doit travailler ensemble pour s'engager vers, on va dire, le ménage, c'est-à-dire le propriétaire de sa maison, pour lui apporter une offre de qualité, de confiance, finalement, qui va servir à la cause de tous. Voilà les démarches. Et la cause de la qualité de l'air, autant que l'énergétique, le thermique. Et je peux conclure là-dessus. Sur le sujet. La qualité d'air, donc les systèmes de ventilation, font absolument partie intégrante des 6 postes de travaux incontournables pour parler de rénovation dite d'ampleur ou globale, performance globale. La ventilation est un de ces 6 éléments, et on ne peut pas dire qu'on aura fait de rénovation d'ampleur si on n'a pas traité la ventilation. C'est de l'incontournable, la ventilation, et on le dit assez sur l'émission, et on voit qu'au fur et à mesure des années, de plus en plus, elle s'est inscrite dans ces nécessités de faire, et de le faire en cohérence avec le tout. Et d'ailleurs, quand on parlait quelquefois on disait, je vais améliorer chez moi, je vais améliorer le chauffage et ça ira bien. Après, on a dit, je vais faire de l'isolation et améliorer le chauffage. Et en fait, on s'aperçoit que c'est isolation, ventilation et le chauffage, parce que c'est vrai qu'un chauffage doit aussi être fonction du brassage, du renouvellement de l'air, et puis des contraintes thermique, humidité et énergétique que l'on va avoir. Et là, on a quand même quelque chose qui se pose de manière complètement cohérente et qui va dans le sens d'être bien mieux chez soi. Mon cher Jean-Pascal, un petit mot de la fin pour se retrouver sur Batimat et puis sur Interclimat. Reprécise-le. Alors, nous avons effectivement un grand rendez-vous, enfin plusieurs d'ailleurs grands rendez-vous. Le Club de l'amélioration de l'habitat anime plusieurs conférences sur la santé avec le docteur Fabien Schinazi, le lundi 30, sur les sujets dont on vient de parler, c'est-à-dire les synergies publiques-privées, le 2 octobre, après-midi à 14h sur l'espace Batimat. Nous allons également avoir avec l'association française de la ventilation, qui est partenaire, bien sûr, du club, des conférences, notamment le 1er et le 2 octobre, sur les sujets de la santé dans les écoles, dans les bâtiments publics, etc., et de la réglementation. Donc, nous allons, pendant ces 4 journées-là, ne pas cesser d'évoquer tous ces sujets auprès des spécialistes, auprès d'experts. On va beaucoup communiquer également sur les réseaux et au travers notamment de la presse. Donc, grand rendez-vous du 30 septembre au 3 octobre. Porte de Versailles, Salon mondial du bâtiment, où on va tous se retrouver en famille et dans l'amitié. On va tous se retrouver. On n'hésite pas de s'y rendre. Sur le site aussi de Interclimat, vous allez retrouver la possibilité d'avoir votre badge d'entrée. Oui. Mais surtout, allez-y, parce que ça est vraiment une édition du Mondial du bâtiment où on va retrouver la qualité de l'air en majeur, parmi énormément d'informations, de colloques, d'innovations chez tous les acteurs qui vont être là présents, et un accompagnement qui est là également important des autres acteurs dont on vient de parler, que ce soit les organisations institutionnelles, que ce soit également les organisations professionnelles qu'on va retrouver. N'hésitez pas d'aller sur place, d'ouvrir les yeux, de vous renseigner, vous allez voir, pour votre qualité de l'air, il n'y a que des améliorations à venir. Merci beaucoup mon cher Jean-Pascal. Merci mon cher Nico. Au plaisir de se retrouver. Grand plaisir. Avec le Club de l'amélioration de l'habitat et bien entendu sur l'émission élémentaire mon cher Nico. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission est finie. On se retrouve à la prochaine. On parlera peut-être des 50 km/h sur le périphérique. Quel vraiment est son impact sur la qualité de l'air? Là, ça va être un beau sujet. Mais surtout, fermez votre poste. Pas tout à fait, restez sur Radio Imo. Mais n'oubliez pas d'aller à l'extérieur, de prendre l'air, de prendre soin de vous, d'avoir une activité physique. On se rappelle les JO, quelles belles images, et on va continuer comme ça pour bien respirer. À très bientôt. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Imo et sur toutes les plateformes de streaming.